Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'est le jour des remises et reprises entre les ministres sortants de l'équipe Gentini Ngobila et les nouveaux du gouvernement Daniel Bumba à Kinshasa. Les cérémonies de passation de pouvoir se déroulent à l'hôtel de ville après l'investiture le week-end dernier du gouvernement provincial. Top Congo FM. À Goma, au Nord Kivu, des coups de feu étaient entendus la nuit dernière dans 5 quartiers de la commune de Karisimbi. Des bandits armés qui ont surpris 15 familles dans leur sommeil ont apporté plusieurs biens de valeur. Top Congo FM. Les centres de formation professionnelle qui ne remplissent pas les conditions de viabilité risquent d'être fermés. Mise en garde du ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, était devant les coordonnateurs provinciaux et chefs des centres de la province éducationnelle Kincentre. Top Congo FM. Une maladie inconnue signalée dans la prison centrale de Beni Kangbayi, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Parmi les symptômes de la maladie, les détenus ont des chatouillements et observent le blanchiment de la peau. La majorité des détenus présentent ces symptômes. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. La nouvelle équipe du gouverneur de province de Kinshasa s'installe. Les cérémonies de remise et reprise sont organisées ce lundi à l'hôtel de ville après l'investiture le week-end dernier du gouvernement composé des 10 ministres provinciaux. Le gouverneur Daniel Bumba avait présenté son programme avec un message de son slogan Kinshasa Ezobunga. C'est un message qui est également un appel aux Kinois pour changer l'image de la capitale, miroir du pays. Partout à Kinshasa, la population se plaint entre autres de l'insécurité dans plusieurs quartiers, des immondices un peu partout dans la ville et les embouteillages sur les artères principales. Les ministres qui viennent d'entrer officiellement en fonction promettent de relever les défis. Gino Rehema est à l'hôtel de ville de Kinshasa. Lors de la cérémonie de remise et reprise, le ministre provincial en charge de l'environnement et embellissement de Kinshasa a rassuré se mettre au travail pour redorer l'image de la ville miroir de la RDC. Le ministre Léon Moulumba. Vraiment, nous demandons l'implication de tous pour que Kinshasa retrouve sa belle robe d'attente. Si vous ne se mettez pas ensemble et que vous comptez seulement au ministre ou au président de la République ou au gouverneur, ça ne marchera pas. Celui de transport va faire face à d'énormes défis à relever, notamment assurer les transports en commun de tous les Kinois et veiller sur la sécurité routière. Les enlèvements, phénomènes kidnapping, vol, banditisme urbain, dit Kuluna, constituent également les casse-têtes pour les Kinois. Les nouveaux ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité aura un morceau dur. Le ministre Thierry Chitengi. On a échangé sur quelques points clés, saillants, et encore une fois, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Aux Kinois, je leur demande de me faire confiance pour qu'ensemble, nous puissions mener à bien cette tâche qui nous incombe aujourd'hui. Lui, il est nommé ministre du budget emploi. Jésus Noël Cheke promet de mettre son expertise à contribution pour une nouvelle ville de Kinshasa sur base des slogans Makanisi Yasika, Pona Kinshasa Yasika. Notre responsabilité, notre rôle serait également de veiller au respect strict de la chaîne de la dépense. Au-delà de ça, notre responsabilité serait également celle de veiller à la qualité de la dépense publique. Et ça, parce que autant voudrions travailler pour la mobilisation accrue des ressources, autant nous devons veiller à la qualité également des affectations par rapport à tout ce qui doit être dépensé. Bien avant, c'est la ministre provinciale en charge des finances et de l'économie qui a procédé à la remise et reprise avec son prédécesseur. Et dans la province de Mai-Ndombe, c'est le nouveau gouverneur qui est installé officiellement. Kosso Kevani Lebon hérite de 549 millions de francs congolais dans la caisse de la province. La gouverneure sortante Rita Bola était représentée par le ministre provincial de l'Intérieur. Le gouverneur Kosso Kevani, qui a salué les efforts de son prédécesseur, s'aligne dans la continuité du développement de la province. Une de ses priorités, c'est la dépolitisation de l'administration provinciale. Le gouverneur Kosso Kevani Lebon l'a dit à Jonathan Messa. Je dois remercier mon prédécesseur. Elle a fait ce qu'elle a pu faire et nous sommes dans la continuité. Nous allons aussi apporter notre part pour
le développement de notre chère province de Mai-Ndombe. Donc, pour cela, je compte sur l'administration provinciale surtout, qui doit être vraiment dépolitisée. C'est une administration qui était vraiment prise en otage par les politiciens, mais cette fois-ci, ça ne doit plus être le cas. Parce qu'avec l'administration au niveau de la province, je crois, nous allons travailler de manière à ce que cette province soit vraiment relevée, et aussi les concours de la population. Et je crois chacun jouera sa partition pour que nous puissions aller de l'avant. Et moi, en tant que nouveau gouverneur, je vais donner le meilleur de moi-même pour qu'il y ait un lendemain meilleur pour la province de Mai-Ndombe. C'est le gouverneur de Mai-Ndombe, le nouveau gouverneur, le bon Kosso Kevani. L'élection du bureau définitif du Sénat crée-t-elle une crise au sein de l'Union sacrée de la Nation? La question se pose après le dépôt des candidatures, notamment au niveau de la présidence de la Chambre haute du Parlement. L'UDPS a désigné Afani Idrissa Mangala, alors que le patriarche Jonas Mukamba, proche de l'UDPS, a aussi déposé son dossier au même poste. Entre-temps, la dynamique AB, regroupant 3 regroupements politiques, s'aligne derrière la candidature de Jean-Michel Sama Lukonde. D'après l'un de ses membres, l'ancien Premier ministre détient les qualités nécessaires pour diriger la Chambre haute du Parlement. Le député national Ladi Yango Tikala insiste sur le fait que la dynamique AB, bien qu'opposée à la candidature de l'UDPS, n'est pas du tout en guerre contre cette famille politique. Ils ont juste exprimé leurs ambitions à l'absence d'une option du présidium. Le député national l'a dit, Yangotila, au téléphone de Trésor Kiyombo. Les honorables sénateurs de la législature actuelle devraient normalement accorder leur confiance à l'honorable Sama Lukonde. Premièrement, la personne de Sama Lukonde est caractérisée par un respect de ses collaborateurs. Deuxièmement, la personne de l'honorable sénateur Sama Lukonde, c'est la loyauté, la fidélité à ses engagements ainsi qu'à sa hiérarchie. Troisièmement, la personne de Sama Lukonde, c'est un rassembleur, de l'élégance ainsi que la sagesse. Le président de la République, il a besoin de collaborateurs qui vont lui faciliter la gestion de la chose publique et non qui vont gérer des conflits. Il est membre de l'Union sacrée de la Nation, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, mais qu'est-ce qui justifie le fait que le présidium n'a pas porté sa candidature? La seule structure qui est censée actuellement parler au nom et en lieu et place de l'Union sacrée, c'est le secrétariat permanent. Le secrétariat n'a pas encore réuni les leaders et la raison pour laquelle les chefs de l'État en démocrate, il laisse que les gens expriment leurs ambitions. On ne peut pas dissocier la dynamique AB ainsi que l'UDPS. Nous sommes les enfants d'un même père. Mais aujourd'hui, vous êtes en guerre. L'UDPS a aligné son candidat président. Vous aussi, vous Nous ne pouvons jamais aller en guerre. J'ai dit sans petit. Dynamique AB de Sama Lukonde ne peut jamais aller en guerre contre l'UDPS. Manifester les ambitions ne signifie pas aller en guerre. Le député national Ladi Yango Tikala au téléphone de Trésor Kiyombo. À Goma, au Nord Kivu, la nuit dernière n'était pas du tout un moment de repos pour les habitants de quelques quartiers de la commune de Karisimbi. Des coups de feu étaient entendus au quartier Mabanga, Sud, Kasika, Bujovu et Majengo. Des bandits armés qui ont surpris 15 familles dans leur sommeil ont emporté plusieurs biens de valeur. Pour le président de la coordination urbaine de la société civile de Goma, les autorités de la 34e région militaire doivent bien gérer les militaires qui sont à Goma et traquer les faux combattants Ouazalendo à la base de l'insécurité. Marion Gavo, joint au téléphone par Jonathan Kombi. Dans le quartier Mabanga Sud, par exemple, dans les avenues Moucha Nyanya et dans l'avenue Amani, des bandits ont visité plus de 10 maisons. Ils ont volé des téléphones, de l'argent. Ils ont cassé des portes et des fenêtres.
et c'est là de 0h35 jusqu'à même 2h du matin. Dans le quartier Kasika, dans l'avenue Mouesso, des bandits ont dévalisé plus de 5 maisons, y compris les locataires dans les maisons, et avec beaucoup de coups de balles. Heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vie humaine, et heureusement dans ce quartier, Kasika, un major, a réussi à résister pour les bandits et les a fait partir après 1h30 de vol. Pendant ce temps, la ville de Goma a beaucoup plus de militaires et nous demandons à la 34e région de remettre l'ordre dans la gestion sécuritaire, de savoir gérer toutes les unités militaires qui sont à Goma, qui attendent les fonds. Nous demandons aussi à la 34e région de bien vouloir gérer les Wazalendo. Nous demandons donc à la population d'être vigilante, de dénoncer tous les cas auprès des autorités. Et quand on voit les gens suspects la journée, il faut vraiment les dénoncer. Marion Gavo, président de la société civile à Goma. Un conflit qui perdure, le conflit entre Twa et Bantou dans la province de Tanganyika. 2 ans après, les déplacés vivent dans des conditions précaires à Kabembe, à 15 km de Kalemi. Au total, 2000 déplacés qui n'ont pas à manger et ils ont des problèmes de santé. Un dialogue avait été initié en 2016 par l'ancien gouverneur Richard Kitangala. C'était pour comprendre bien les causes de ce conflit, mais aucune solution jusqu'aujourd'hui. Détail Fabien Kambizi. Ces déplacés proviennent des groupements Kasangamutoa, Moni, Tumbwe et Benze. Ils avaient fui les conflits intercommunautaires qui ont secoué la province pendant plusieurs années. Les actions humanitaires sont moins menées dans ces camps et la plupart des déplacés n'envoient pas leurs enfants à l'école. Djouma Saïdi est un père de 8 enfants. J'ai des enfants ici. Ils n'ont pas étudié parce que je n'ai pas de moyens. Nous avons dit aux ONG de nous retourner dans nos domiciles. Mais ils nous ont dit qu'ils n'ont pas encore trouvé des partenaires. Voilà pourquoi nous traînons encore ici. Les femmes en quête de bois pour la vente ne sont pas à l'abri des violences sexuelles. Je suis obligé de ramasser les noix de palme chaque jour. Un gobelet se vend à 200 ou 250 francs. Pour réaliser 1000 francs, c'est trop difficile. Je n'ai même pas l'argent pour scolariser mes enfants. La vie est trop chère ici. Qu'on nous amène chez nous. Ce village du tabac Congo nous fait peur. Chaque jour, les gens se font tuer en pleine journée. L'un des représentants de ces déplacés renseigne que les autorités doivent s'organiser pour le retour dans leur village d'origine. Dans nos villages d'origine, il y a déjà la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous aider à retourner dans nos villages. Des camps de déplacés avaient été fermés à Kalemi suite à la pression du gouvernement provincial qui voulait montrer les progrès de la sécurité dans la province. De Kalemi, Fabien Kambinzi pour Top Congo FM. Problématique des éleveurs Mbororo dans la province du Haut-Uélé. Le gouvernement provincial envisage un dialogue avec le gouvernement central. Ces éleveurs étrangers ne sont toujours pas dénombreux et ils occupent actuellement tous les 6 territoires de la province. Leur présence massive avec leur bétail inquiète de plus en plus la population. L'autorité provinciale se dit préoccupée par cette question qui touche la quasi-totalité de la province et promet de s'impliquer personnellement. Il a dit à la fin de sa visite dans le territoire de Faradje, le gouverneur Jean Bakomito, des propos recueillis par Alain Panguimo. Nous sommes très préoccupés par la question des Mboro. Pour dire vrai, ce n'est pas seulement une question à régler au niveau de la province. Il faut voir aussi avec les gouvernements au niveau central, au niveau national. En ce moment, les Mboro ont également envahi Wamba, le territoire de Wamba, ici à Faradje, Nyangara, Dungu. Et c'est vraiment une question très épineuse pour laquelle nous attendons, en tout cas, discuter avec les autorités à Kinshasa pour qu'une solution soit enfin trouvée. La population s'est plainte depuis des années, mais il faut dire vrai que les choses n'ont pas tellement évolué. Ça ne fait que s'empirer. Il faut nous donner un peu de temps. Nous allons voir quelles sont les pistes de solutions à proposer au gouvernement au niveau national afin que nous puissions, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes. Mais nous sommes conscients de la situation et nous allons remonter l'information au niveau du gouvernement national, mais bien sûr avec des pistes de solutions que nous préconisons pour mettre fin à ces phénomènes de Mboro.
Et puis, quelle solution pour les 7 millions de déplacés internes suite au conflit militaire en RDC? La question était au cœur des discussions entre le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, et la directrice générale de l'Organisation internationale de migration. Après ces échanges, Ami Popé, directeur général de l'OIM, rapporte qu'il était également question d'envisager la possibilité d'engager le secteur privé pour mieux informer le monde sur cette crise aux conséquences graves sur les civils. On va donc écouter le DG Ami Popé. Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées en ce moment et beaucoup de femmes, beaucoup des enfants et ils sont en une situation très vulnérable. Donc je suis ici pour engager avec le gouvernement pour identifier les solutions à cette situation ensemble et pour identifier les ressources pour investir dans ces communautés. Donc, à mon avis, c'est une opportunité très importante pour engager et même pour identifier les impacts du changement climatique, même avec les conflits. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités pour engager avec les personnes directement et avec le soutien du gouvernement. Nous avons discuté les opportunités pour engager les communautés globales avec une stratégie plus compréhensive pour identifier les concerns humanitaires, mais aussi pour identifier les solutions plus innovantes pour engager les jeunesses, par exemple. Nous avons discuté aussi l'opportunité pour engager les secteurs privés pour mettre en place les mécanismes pour donner l'information au monde en ce moment. C'est une crise qui est malheureusement assez oubliée en ce moment. Nous sommes ici parce que nous sommes avec les personnes qui sont déplacées. Nous sommes ici pour mettre en place les solutions plus innovantes, mais aussi pour identifier les ressources financières. Diffamation, outrage à la police nationale, chantage et trafic d'influence, ce sont les infractions mises à charge contre un membre de l'UDPS, Tshisekedi, poursuivi après avoir fait une vidéo qui a été devenue virale sur les réseaux sociaux. Selon Maître Michel Omba, avocat conseil du général Blaise Kilimbalimba, une plainte avait déjà été déposée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, malgré les excuses de cet homme qu'il qualifie des excuses tardives de l'accusé. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. Cet homme s'est permis de caricaturer l'image de la police jusqu'à menacer, donner des instructions en lieu et place du ministère public, donner des instructions à la police pour pouvoir libérer des personnes qui ont été arrêtées et qui sont plutôt jugés en procédure de flagrance, qui n'ont rien à voir avec le général Kilimbalimba. Nous comprenons là que les commanditaires des troubles et du désordre, des crimes et même de l'insécurité, des troubles à l'ordre public dans ces contrées, c'est publiquement dévoilé. Donc c'est cet homme-là qui était recherché, les commanditaires, l'auteur intellectuel, le complice de ces actes-là infractionnels, s'est dévoilé lui-même. Alors, le général s'est plaint et il a déposé plainte au parquet général pour diffamation, pour outrage à la police nationale, pour intimidation, imputation dommageable, chantage et trafic d'influence. Nous avons saisi le procureur général qui va s'atteler pour pouvoir rapidement mettre la main sur cet incivique et jusqu'à menacer la police. Vous comprendrez que si la police est menacée, ne doit pas faire son travail parce qu'il y a des quidams de personnalités qui ont le pouvoir plus que la police, alors nous ne sommes plus dans l'état des droits, nous sommes dans la jungle et que les droits, même le pouvoir, seraient dans la rue. Or, ça c'est insulter la mémoire du fait Etienne Tshisekedi Mulumba, c'est insulter les chefs de l'État qui prônent sur les credos de l'état des droits. Maître Michel Omba Talouata, avocat conseil du général Blaise Kilimbalimba. Tous les centres de formation professionnelle qui ne remplissent pas les conditions de viabilité risquent d'être fermés. Mise en garde du ministre de la formation professionnelle, il était devant les coordonnateurs provinciaux et chefs des centres de la province éducationnelle Kincentre, et c'est pour préserver la qualité de l'enseignement technique pour Maître Marc Ekila, l'ouverture des
centre doit répondre aux exigences de qualité. Le ministre annonce une mission d'inspection de 15 jours dans les 3 zones éducationnelles de Kinshasa sous la coordination du secrétariat général. C'est pour évaluer l'état de viabilité des centres de formation et l'opération va s'étendre à l'ensemble de la RDC. Écoutez le ministre Marc Ekila, mais aussi Pius Koussa Abolessa, qui est secrétaire général intérimaire de la formation professionnelle. J'ai mis en place une commission d'agrément, non seulement pour examiner toutes ces demandes-là, mais aussi nous allons rappeler un certain nombre d'arrêtés et nous allons envoyer les équipes sur le terrain. Ceux qui ne seront pas dans les critères, je vais retirer l'agrément, fermer l'école. Il y a eu la création de beaucoup de centres de formation professionnelle, mais il se fait que ces centres-là qui avaient été formés à l'époque, jusque-là n'ont pas pu atteindre le degré de viabilité. Une structure qui veut absolument assurer la formation professionnelle doit d'abord commencer par disposer d'un lieu. Il doit disposer du matériel pédagogique, du matériel andragogique. Il doit avoir des formateurs qui sont des experts du domaine qu'il veut aborder. Et tous ces éléments, lorsqu'ils sont réunis, un centre devient viable. Notez en outre que le ministre Marc Ekila envisage l'organisation des jurys télévisés de la formation professionnelle en vue de renforcer la compétitivité de l'enseignement professionnel. Il y a ingérence et mauvais fonctionnement à l'intersyndicale du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC. C'est le syndicat des enseignants debout des écoles conventionnées catholiques qui dénonce ces faits. Dans une déclaration, ces syndicalistes sollicitent l'implication du ministre de l'Éducation pour réglementer ce secteur. Christian Dior Makonga, porte-parole et communicateur du Sinecat au micro de Béro Matanda. Nous venons par le présent message solliciter l'intervention personnelle de Madame la ministre de l'Éducation nationale quant à l'ingérence, le mauvais fonctionnement de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale de la RDC. En effet, depuis belle lurette, il est à constater avec amertume que l'intersyndicale composée des directeurs et chefs des bureaux au grade 12 représente au même moment le banc gouvernemental et le banc syndical dans toutes les missions et commissions paritaires au détriment des enseignants créés en main et ne veut pas de l'exercice rotatif du pouvoir. Agents de bureau, enseignants créés en main, inspecteurs. Ce qui n'est pas admissible d'après les textes juridiques. Sur ce, nous éveillons la conscience de tous les enseignants, membres du Sinecat, disséminés à travers la République, de rester en alerte et d'attendre le mot d'ordre qui sera donné bientôt par la hiérarchie syndicale. La production locale devrait être protégée pour le développement économique de la RDC. C'est ce que recommande l'économiste Serge Seka. Il soutient la décision du ministre du Commerce extérieur d'interdire l'importation des carreaux et faïences en RDC. Il affirme que cette décision va protéger l'économie congolaise car la société Saphir Céramique produit déjà en quantité suffisante des carreaux et faïences de qualité supérieure. L'économiste Serge Seka est au micro de Marcel Kitambala. La RDC aujourd'hui produit une quantité importante de carreaux et céramiques. La production est au-delà du besoin. Le besoin s'estime aujourd'hui à 30 000 mètres cubes jour alors que la production est à 50 000 jours. Je pense qu'il y a de quoi couvrir tout le besoin pour la partie ouest de la République et pourquoi pas servir Brazzaville en partie. Nous apprenons que la société éprouve d'énormes difficultés locales. Les difficultés sont liées à la concurrence déloyale, c'est-à-dire au phénomène d'apping. Les importateurs qui ont souffert de la présence de Saphir ici en République démocratique du Congo ont cassé les prix. C'est ce qu'on appelle dapping. Le dapping, c'est-à-dire pour empêcher Saphir d'apporter à la fois son produit et un prix concurrentiel, ils ont cassé les prix de manière à ce que Saphir ne puisse pas produire ni écouler son produit ici. Raison pour laquelle l'autorité a pris la mesure pour une année d'interdire
l'importation, de manière à protéger la production locale et à relancer l'industrie au niveau national. Vous, en tant que spécialiste, comment avez-vous trouvé cette décision? Je trouve cette décision qui peut faire mal à certains, mais d'une grande utilité pour la communauté, de manière à ce qu'on protège à la fois l'emploi, on protège l'économie et on protège le bien-être de la population. L'économiste Serge Seka au micro de Marcel Kitambala. Perturbation des activités commerciales au poste frontalier de Kasumbalesa à 90 km de Lubumbashi, c'est dans la province du Haut-Katanga. Les transporteurs à vélo protestent depuis 2 jours contre la mesure interdisant l'exportation des boissons en provenance de l'extérieur de la RDC. Ces transporteurs en colère ont barricadé toutes les entrées des couloirs qui mènent vers la Zambie et créant ainsi une cacophonie. D'après le président des transporteurs frontaliers Malax Luanga, cette décision affecte au moins 8000 conducteurs de vélos. Il appelle le ministre du Commerce extérieur de surseoir sa décision. Maître Malax Luanga au téléphone de patient Lukusa. L'échauffourée est due à la mesure prise en termes d'un arrêté interdisant l'entrée de boissons de la Zambie vers la RDC via le couloir de Kasumbalesa. C'est le vélomane, donc le petit transporteur transfrontalier. Imaginez un nombre au moins de 8000 personnes qui seront plongées dans une inactivité, pour ne pas dire du chômage. Oui. Hier, le maire de la ville nous a reçus. Il nous a dit qu'aujourd'hui, mardi, il y aura une délégation et qu'on espère avoir une solution. Mais jusque-là, il n'y a encore rien. Et vous, en tant que leur représentant, qu'est-ce que vous demandez? Sur le commerce extérieur, nous lui demandons de surseoir cette mesure. Nous voulons bien qu'il puisse protéger la main-d'œuvre locale, de voir la politique en interne, comment est-ce qu'on peut faire pour abattre les prix de la production locale. Parce que les produits qui viennent de la Zambie sont moins chers. Ils sont très commercialisés. Ça crée en même temps de l'emploi. Le ministre du Commerce extérieur doit savoir qu'il y a beaucoup d'argent qui entre à la douane. Maître Malax Luanga, président des transporteurs frontaliers de Kasumbalesa. Remise à niveau des financiers nationaux et provinciaux de l'Office des voiries et drainage. Ils ont reçu une formation sur le logiciel Tome 2 Pro. L'objectif est de leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances sur la comptabilité analytique et budgétaire afin d'améliorer leur rendement au sein de l'entreprise. Détail avec Béro Matanda. Bravo à tous les participants. Vous avez franchi une étape importante en maîtrisant les bases des Tome 2 Pro. Nous sommes persuadés que vous allez rapidement tirer parti de ces logiciels pour gagner en efficacité. C'est en ces termes que Alain Chimbalanga, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, a encouragé les apprenants après 2 semaines de formation sur le logiciel Tome 2 Pro. Piero Kinyoka, sous-directeur financier à l'OVD, souligne ici que ces connaissances acquises vont améliorer la gestion financière de l'OVD. L'Office des voiries et drainage vient d'enregistrer dans son patrimoine un autre patrimoine très capital, très important pour la gestion financière et pour la production de ces états financiers. Nous avons manipulé les logiciels, nous avons commencé par les paramétrages des données comptables qui nous ont fait presque 1 semaine et ensuite nous sommes passés par la formation proprement dite de la manipulation du logiciel, où nous pouvons retenir à ce jour le suivi budgétaire suite au logiciel. Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage, précise que la formation a une place de choix dans l'entreprise qu'il dirige. Au niveau de l'OVD, nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités. Et on apprend chaque jour. Donc pour nous, c'était une bonne opportunité que nos financiers, pas seulement les financiers, parce que ce logiciel intéresse aussi les techniciens. Cette formation a été assurée par la maison Tomate. Béro Matanda, arrêt des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 ce matin à Mweneditu dans la province de Lomami. Des Congolais qui travaillent avec CREC 6 dénoncent des mauvaises conditions de travail sur les chantiers. Et en plus, ils accusent l'entreprise de vouloir réduire leur traitement journalier. Selon ces Congolais qui travaillent sur la RN1 à Mweneditu, il y en a qui touchent même 3
3000 francs congolais par jour et contacter l'entreprise Crexis. C'est réservé de tout commentaire. Au moins une quarantaine d'avenues touchées par les érosions à Isiro dans la province du Haut-Uélé. Des érosions qui sont entre autres des conséquences des dégâts causés par les pluies qui se sont abattues dans la ville. Les habitants de la commune de Mendambo éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement et les femmes maraîchères qui viennent des villages périphériques ont du mal à acheminer leurs produits vers les centres de consommation et sont parfois obligés de contourner et prendre d'autres avenues. Correspondance Alain Panguimo. La commune de Mendambo est l'une des 3 communes touchées par les dettes d'érosion à Isiro dans la province du Haut-Uélé. Avenue Somana, Bobenge, Bukuma, Ibambi, Guito, Volongba, Mandefu, Toulouba et Dema ne sont pas épargnés par cette catastrophe naturelle. Les habitants du quartier Zeboandra, Edindale, Bazanga et une partie de la cellule Kimbangu sont aussi touchés par ces têtes d'érosion causées notamment par les eaux des pluies. Les femmes maraîchères qui quittent les villages périphériques tels que Makumo, Azolia, Taï et Magbouké sont parfois obligées de contourner la rue Magbé en passant par avenue Mbongo et Boudouma pour vendre leurs produits au marché de Mayogo. Difficile de se promener à cause des érosions. Si les mamans n'avaient pas pratiqué le sport pendant leur jeunesse, ça sera compliqué. Les personnes de 3e âge tombent souvent dans les ravins, surtout pendant la pluie. Le gouverneur sortant nous avait aidés à l'époque à dégager les avenues, mais les travaux étaient suspendus. Que le gouverneur actuel nous aide cette fois-ci. La brigade d'assainissement de la ville avait lancé les travaux de la voirie urbaine à l'époque du gouverneur Christophe Bassène-Nenanga. Quelques temps plus tard, les travaux ont été suspendus par manque de moyens et plusieurs ménages ont vu leur concession amputée par le projet. Depuis la ville d'Isiro, Alain Panguimo, Top Congo FM. On compte au moins 7 morts et quelques blessés, bilan provisoire d'un accident de circulation sur le tronçon Lukanga-Nyabili dans les territoires de Lubero. C'est un camion en provenance de Masereka et qui se rendait à Butembo qui s'est renversé autour de 21h la nuit dernière. Problème d'eau potable, problème d'électricité et l'insécurité, ce sont les problèmes auxquels font face les habitants des districts de la Tchangou et Lukunga à Kinshasa. Les responsables des groupes, des membres donc du parti ACP ont présenté ces problèmes au député national Jean-Goï Mvouzi. C'est dans le cadre de ces vacances parlementaires que le député élu de Tchangou a démarré cette série de consultations. Une maladie cutanée inconnue signalée dans la prison centrale de Beni Kangbayi. Elle se manifeste par des chatouillements et le blanchiment de la peau. La majorité des détenus présentent déjà des symptômes de la maladie. Le directeur de la prison, qui n'a ni confirmé ni infirmé l'information, annonce que des enquêtes seront menées. Entre-temps, l'ONG Droits humains, bonne gouvernance et développement affirme que l'apparition de cette maladie coïncide avec la suspension de l'appui en médicaments par certains partenaires de l'État à ce centre pénitentiaire. Angelus Kavuti-Rwaki, coordonnateur de l'ONG Droits humains, bonne gouvernance et développement dans le Grand Nord du Nord Kivu, l'a dit au micro d'Erickson Louembwe. Angelus Kavuti-Rwaki. Une fois il n'y a pas de médicaments à la prison, on défère la personne au niveau de l'hôpital général. Et ils sont en train de mourir. Ils meurent souvent. Il y a une maladie de la peau qui a atteint les prisonniers dans la prison. Donc tous, c'est une forme de la gale. Bon, il y a un terme spécifique et médical que nous ne maîtrisons pas, mais vous voyez presque tous les détenus, leur peau a une couleur blanche, comme l'ulcère comme ça, je ne sais pas comment on peut qualifier. Donc c'est grave. Il y a aussi l'amaigrissement. Ici, à Beni, les prisonniers se nourrissent une fois par jour et même pas, la quantité est insuffisante, mais la qualité est bonne puisqu'ils se nourrissent des haricots et de maïs. Vous qui avez l'habitude de consommer presque
20 grammes, on vous donne 5 grammes. Vous voyez dans quelles conditions vous vous nourrissez. Et puis, cette nouvelle, on parle culture, mettre fin au dualisme qui existe à la tête du conseil d'administration de la SOCODA et réfléchir sur un avant-projet de loi sur les droits d'auteur. C'est parmi les missions assignées à la commission d'experts mise en place par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé. La commission aura aussi la charge d'adapter les droits d'auteur à l'évolution du numérique. Déjà à pied d'œuvre, les membres de cette commission se trouve depuis hier en atelier séminaire qui va se clôturer le 9 août. Écoutez Maître Donald Sindani, mandataire en propriété industrielle et expert en droit d'auteur, membre de la commission des experts du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Il a été joint au téléphone par King Munga. Le gouvernement, à travers le ministère de la Culture et des Arts, a mis en place une commission des experts et cette commission a pour mission principalement de pouvoir réfléchir sur un avant-projet de loi sur le droit d'auteur. Comme vous le savez, les textes en vigueur datent du 5 avril 1986. Et ce texte est dépassé aujourd'hui par l'environnement numérique notamment. Il était plus que temps pour que la République puisse avoir un texte adapté à la situation. Et vous savez qu'il y a de sérieux problèmes qui minent la gestion collective. Aujourd'hui, il y a 2 conseils d'administration de la SOCODA. Voilà pourquoi le gouvernement estime que cette situation ne peut pas perdurer. Cette commission a notamment aussi pour mission de cogiter pour que solution soit trouvée dans l'intérêt de tous les créateurs des œuvres de l'esprit. Maître Donald Sindani, ne pensez-vous pas que l'amélioration de droits d'auteur de l'artiste passe également par la libéralisation de ce secteur dont seule la SOCODA a le monopole? Plusieurs idées vont dans le sens de pouvoir libéraliser le secteur. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, c'est le jour des remises et reprises entre les ministres sortants de l'équipe, Gentini Ngobila, et les nouveaux du gouvernement, Daniel Bumba, à Kinshasa. Les cérémonies de passation de pouvoir se déroulent à l'hôtel de ville après l'investiture le week-end dernier du gouvernement provincial. Top Congo FM. À Goma, au Nord Kivu, des coups de feu étaient entendus la nuit dernière dans 5 quartiers de la commune de Karisimbi. Des bandits armés qui ont surpris 15 familles dans leur sommeil ont emporté plusieurs biens de valeur. Top Congo FM. Les centres de formation professionnelle qui ne remplissent pas les conditions de viabilité risquent d'être fermés. Mise en garde du ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, était devant les coordonnateurs provinciaux et chefs des centres de la province éducationnelle Kincentre. Top Congo FM. Une maladie inconnue signalée dans la prison centrale de Beni Kangbayi dans le territoire de Beni. Parmi les symptômes de la maladie, les détenus ont des chatouillements et observent le blanchiment de la peau. La majorité des détenus présentent ces symptômes. Top Congo FM. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Ose Manzanza, Dieu merci Lusakumunu, Rachel Insiwe, Trésor Kiyombo, journal mis en onde par Chris Bivoula et réalisé par Myriam Iragi. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Pascal Kalambay, Dani Zayobi, Didi Bissika, Patrick Mungongo. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais revient au processus de Luanda pour obtenir quoi concrètement de l'agresseur rwandais? Salubrité médiatique en RDC. Où en sommes-nous avec les mesures censées assainir le secteur? Édition spéciale ce mardi 6 août 2024 après le journal de 19h avec Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Rediffusion le mercredi 7 août après le journal de minuit, après le journal de 7h.
Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.